Allez, vas-y, Aurélien, à toi la parole. Bon, du coup, présentation sur les tests. Comment garantir la qualité et l'évolutivité d'un projet, produit via les tests automatisés. Alors, du coup, pour commencer, petit disclaimer, ça fait pas assez longtemps que je suis chez The Tribe pour avoir vraiment vu les pratiques. Donc tout ce que je vais raconter, c'est basé sur ma veille techno, ma veille méthodo et ce que j'ai vu par le passé. Donc après, ça va peut-être vous rappeler des choses qui sont faites chez The Tribe ou pas, mais en tout cas, il n'y avait pas de, il n'y a pas d'avis par rapport à la pratique chez The Tribe. Et donc, ça invitera peut-être à la discussion. Du coup, quand on parle de qualité, de test, etc., il y a toujours un problème de définition des termes. Et donc, c'est bien de parler le même langage quand on discute. Donc, la première partie, ça va être pas mal de définitions. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par qualité sur une application informatique? Donc, si on cherche quelques définitions, donc Google, Larousse, etc., on va trouver plein de définitions, plus ou moins cohérentes entre elles. Et donc, ce qu'on peut retenir, par exemple, la définition de l'AFNOR, l'Association française de normalisation, c'est eux qui font les normes NF, etc. On a la même chose au niveau de l'Europe, au niveau international. Sur la qualité, au niveau international, vous avez peut-être déjà entendu parler de ISTQB. C'est ceux qui font les certifications de qualité et beaucoup de certifications pour les QA. Donc voilà, moi j'aime bien cette définition-là. Un produit ou un service de qualité est un produit dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. Donc chez le Larousse, on voit que c'est les caractères qui correspondent plus ou moins bien à la nature et donc à ce qu'on attend du produit. Et on voit sur Google la notion de non mesurable. Donc la qualité, ça, c'est quand même subjectif en fonction de la personne qui regarde et qui analyse le produit. Du coup, en résumé, la qualité, c'est avoir les bons comportements qui vont répondre aux besoins de notre client, de l'utilisateur, faire les choses, faire les bonnes choses en fait, et avoir des comportements qui sont corrects et garantis, donc faire les choses correctement. Du coup, j'ai rajouté évolutivité à la notion de qualité, parce que c'est bien d'avoir une qualité à un instant T, mais si elle ne peut pas durer dans le temps, bah, on passe tout de suite à de la non-qualité. Du coup, l'évolutivité à la base, c'est une notion de médecine, hein. C'est l'évolutivité d'une maladie, donc c'est dans le thème actuellement. Et du coup, dans certains dictionnaires, vous allez trouver une définition propre à l'informatique qui est somme toute assez évidente, c'est la capacité d'un système à évoluer. On parle souvent en informatique et dans le monde chez les développeurs de maintenabilité du code. Et du coup, la maintenabilité, il y a une notion un peu différente, puisque ça vient initialement de l'industrie. Et donc, c'est la capacité d'un système à être maintenu dans l'état dans lequel il est et à moindre coût. Du coup, quand on embrasse les concepts agiles et les valeurs agiles, un des principes, c'est d'accepter le changement, même quand il vient tard dans le projet. Donc c'est pour ça que je trouve que la notion d'évolutivité est importante, puisqu'on doit pouvoir maintenir le niveau de qualité le plus haut possible, tout en pouvant faire évoluer le projet, implémenter des nouvelles fonctionnalités à vitesse la plus régulière possible et la plus élevée possible, bien entendu, pour avoir un time to market le plus réduit possible. Du coup, voilà, en résumé, c'est ce que je dis là. Il ne faut pas que notre produit peut être de qualité à un instant T, et il ne faut pas que cette qualité baisse, et il ne faut pas non plus que le rythme à laquelle on peut faire évoluer le produit diminue dans le temps. C'est souvent ça diminue à cause de la dette technique, etc. Donc voilà. Et le dernier terme que je vais définir, c'est tester. Parce que on peut mettre tout et son contraire derrière cette notion. Par exemple, pour le Larousse, tester, c'est soumettre quelque chose à un test. Ça nous avance vachement.
Et donc, quand on regarde leur définition du test, c'est vérifier le fonctionnement d'un produit, d'un appareil. C'est mettre à l'épreuve et mesurer quelque chose. Oh, je suis bien par terre, t'inquiète. Donc, on est plusieurs qui nous posons la question dans le monde du développement. Qu'est-ce qu'un test? Qu'est-ce qui n'est pas un test? Etc. Donc, moi, il y a une définition que j'aime bien mettre en avant. Un test, c'est plus une question ouverte, en fait. Donc, je vais vous demander quelle est votre couleur préférée. Vous allez me répondre ce que vous voulez. Ça va être des données hétérogènes et il va falloir une analyse intelligente et humaine derrière pour en tirer une conclusion. Donc, il y a un avis subjectif derrière, en fait. Une vérification, c'est une question fermée. Si je vous demande est-ce que vous aimez le bleu, vous aimeriez répondre oui ou non. Et si mon hypothèse de départ, c'est de savoir si la majorité d'entre vous aime le bleu, je peux automatiser cette vérification, puisque réponse oui ou non, un ordinateur peut très facilement me calculer si je suis au-dessus de 50% ou pas. Du coup, j'aime bien dire que les tests automatisés n'existent pas, qu'on a uniquement des tests manuels. C'est ce qui va se retrouver derrière les tests exploratoires, par exemple, les tests, les random tests appelés monkey test, etc. Où un testeur va prendre l'application et va aller à la découverte de son fonctionnement et regarder si ça correspond ou pas d'un œil intelligent et subjectif par rapport au besoin qui a été spécifié en amont. Et par contre, on a des vérifications automatisées. Du coup, c'est absolument pas sujet à interprétation. On a une assertion et on y répond par vrai ou faux. Et notre test, il est souvent vert ou rouge en fonction de s'il est passé ou pas. Donc tous les tests dont je vais parler font partie de cette partie. Et c'est assez compliqué de dire tout le temps vérification automatisée. Donc dans le cadre de cette présentation, maintenant qu'on a bien défini de quoi on parle, j'emploierai le terme de test, de vérification, de check indifféremment pour parler de ce concept-là. Du coup, des tests, des vérifications, il y en a une flopée et ça ne veut pas dire la même chose en fonction du point de vue de la personne qui va l'employer. Donc comme chez The Tribe, on n'a officiellement pas de manager, qu'on n'a pas vraiment de testeurs de QA dédiés, qu'on ait beaucoup de développeurs, je vais parler d'un point de vue développeur surtout. Pour vous donner une image de ce que c'est des tests dans le monde des testeurs, c'est ça. À gauche, vous avez, donc si vous voyez la souris, tout ça là, c'est tous les tests qui existent dans la norme ISO 25010 de ISTQB. Donc voilà. Donc ça, c'est des notions de test de testeur. En dessous, c'est un graphique en fonction des familles de tests et des types de tests, le croisement des deux, qu'est-ce qui s'applique où. Vous pouvez retrouver tout ça sur la taverne du testeur.fr. C'est un plutôt très bon site sur ces notions-là, qui est principalement alimenté par, je ne vais pas écorcher son nom, mais Marc, on va dire. Vous avez la réponse là. À droite, c'est encore pire, encore plus complexe, disons, pour ne pas émettre un jugement de valeur. Tout ça, c'est des tests, et vous ne pouvez pas le lire parce que c'est tellement complexe que pour rentrer sur une slide, c'est tout petit. Et vous allez trouver test unitaire à un endroit. Voilà, ça, c'est tout le travail de Xavier Pigeon qui a créé tout un framework de test qui est présenté sur son site. Il fait des formations, etc. Jira of Testing. Est-ce que ça nous concerne en tant que développeur? Souvent, on ne va pas aussi profondément pour essayer de garantir la qualité à notre client. Donc, c'est des études très complètes qui feraient bien l'objet d'une thèse, mais dans le quotidien, ce n'est pas ce qui nous permet d'avancer le plus. Du coup, vous avez sûrement, pour la majorité, déjà vu ça. Ce qu'on appelle une pyramide de test. C'est Mike Cohn en 2009, dans son ouvrage Succeeding with Agile, qui a créé ça, qui l'a présenté pour la première fois sous cette forme.
où il identifie 3 grandes familles de tests. Donc, en haut de la pyramide, les tests les plus hauts niveau, qu'il appelle UI. Au milieu, les services. Et en bas, les units. Et donc, la pyramide est une bonne représentation de son propos, puisque pour lui, il faut une base solide, beaucoup de tests unitaires, des tests de service intermédiaires en un peu moins grand nombre, et finalement des tests haut niveau qu'on appelle chez The Tribe fonctionnels, qui vont être en plus petit nombre pour plein de raisons que je vais évoquer ensuite. Des pyramides de tests, vous allez en trouver autant qu'il peut en exister sur Internet, avec des termes différents. Donc en haut à gauche, vous avez Martin Fowler, qui a repris les mêmes termes. Il a énormément d'articles sur son site que je vous invite à lire, hein, c'est intéressant. À droite, d'autres termes, ça vient de Microsoft.net, mais vous pouvez les trouver ailleurs. Hein. Ça représente les mêmes concepts. Donc on retrouve les tests unitaires à la base de la pyramide. Eux, ils appellent tests d'intégration la partie intermédiaire, et les tests fonctionnels, comme sur le slab de The Tribe, en haut de la pyramide. Ces pyramides de tests, elles peuvent être plus ou moins détaillées, comme vous avez en bas à gauche. C'est pas vraiment l'importance du sujet. Voilà, donc je vous épargne tout ce qu'il y a. Mais c'est le même principe, test unitaire qui représente une grosse majorité de l'application à la base. Et puis on monte comme ça petit à petit avec des tests de plus en plus haut niveau et qui couvrent de plus en plus de choses du coup, mais qui sont de moins en moins nombreux. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est la pyramide inversée avec la boule de glace au sommet, qui est en bas tout à gauche, ce qui arrive malheureusement souvent. Donc on a très peu de tests unitaires, souvent mal écrits. Et plus on monte en niveau, et plus on a de tests, ce qui fait des suites de tests assez lentes, etc. Et comme c'est très dur à maintenir, eh ben on se retrouve avec la boule de glace qui est les tests manuels en fait. Et donc on perd un temps considérable à retester toute l'application à chaque fois qu'on essaie de livrer une nouvelle fonctionnalité. C'est ce qu'on veut absolument éviter. Donc il a un très bon slide sur son SlideShare là. Lui aussi, je vais éviter de d'écorcher son nom, Rachesh, on va dire. Voilà. C'est un architecte assez connu. Donc voilà, moi la pyramide que je vais vous présenter. Donc on retrouve 3 grandes familles, end-to-end, intégration et comportement. Et dans comportement, j'ai fait une petite subdivision dont on parlera tout à l'heure. Et du coup, si vous regardez un peu Scrum Life, Jean-Pierre Lambert a la même avec d'autres termes, mais il présente la même chose, les flèches qui sont sur les côtés de ma slide, qui sont les caractéristiques de chacun des tests. Donc on va voir que plus on monte dans la pyramide, plus le coût d'écriture et de maintenance pour le coup des tests est élevé, plus l'environnement pour exécuter les tests est complet. Et par contre, la vitesse d'exécution est de plus en plus lente quand on monte dans la pyramide. Du coup, moi, je vais vous présenter ces 3 familles, puisque c'est les principaux tests automatisables, les principales vérifications automatisables dont on peut se servir. Après, bien entendu, il y a les tests de performance, etc., qui sont plus spécifiques à des contextes donnés. Donc ça, c'est mon exemple d'application pour cette présentation, avec une jolie faute dans le titre, super. Donc je corrigerai ça plus tard. Donc on a une application qui se compose d'un front, d'un back, de sous-systèmes externes, donc une base de données SQL, une base de données Mongo par exemple, NoSQL, ou Elasticsearch, etc. Là, j'en ai représenté un, mais il peut y en avoir plusieurs, des systèmes externes pour envoyer des mails, des SMS, une API sur laquelle on va taper, etc. Et côté front, là, on a une application qui tourne dans le browser, donc par exemple du React, qui tourne côté desktop avec du Electron, et mobile, on va dire React Native. Mais on peut changer ça comme on veut. Pour mutualiser le cœur métier avec la logique métier et pas la retaper dans chaque composant,
On a mutualisé ça dans une couche core. Et mes petits adapteurs, là, c'est les services d'accès aux données, en fait, si vous voulez rentrer dans les détails. Et du coup, la partie front office du back, c'est une API, par exemple, RESTful, peu importe. Donc, on va partir du haut de la pyramide et descendre progressivement. Donc, les tests end-to-end, il n'y a pas trop de sujets dessus, ça va, c'est assez consensuel. Donc, le but, c'est de vérifier le comportement de l'application dans son ensemble, avec tout, enfin, si ce n'est tout, le maximum de sous-systèmes réels, en fait, le plus proche possible de la prod, dans un environnement d'exécution, du coup, qui est équivalent à l'environnement de prod. Et donc, on va tester le parcours de l'application. Donc, les avantages de ces tests, c'est que ce sont les tests qui vont être les plus proches de l'utilisation et du contexte réel de l'application. Donc ça, c'est bien. On vérifie l'intégration complète du système, donc on n'oublie pas une petite brique qui va tout casser en production. Et les outils sont souvent indépendants de la techno. Du coup, c'est des outils externes. Donc, quand on a appris l'outil une fois, on peut le reporter sur plusieurs projets. Donc voilà, donc la montée en compétences peut être mutualisée. Donc Thomas nous a fait une très bonne prod presse la semaine dernière sur Cypress. Il y en a d'autres. Je crois que vous utilisez, qu'on utilise Selenium, pas mal. Il y a des robots framework, etc., qui permettent de faire des choses plus ou moins poussées. Voilà. Bon, par contre, les inconvénients, c'est les tests les plus longs qu'il y ait. Il faut souvent plusieurs minutes pour être lancé et exécuté. Donc en termes de feedback, si à chaque fois qu'on change notre code, il faut lancer les tests et attendre 5 minutes, ou dans le cas de Selenium, 60, pour avoir un feedback, c'est un peu moyen. Disons que c'est un inconvénient. Comme il faut setter l'environnement complet, c'est plus complexe à mettre en place et du coup à maintenir. Donc comme je disais, le feedback, il est plus lent, mais il est aussi moins précis, puisque le scope du test est plus large. Et ils sont assez fragiles face aux éléments extérieurs, par exemple de la latence réseau, etc. Et aux modifications techniques de l'implémentation. Donc si par exemple notre Cypress, il va cliquer sur un bouton avec un ID et que un des développeurs, pour une raison peut-être justifiée, change cet ID, le test il va casser pour une raison technique et non pas pour une raison comportementale. Donc voilà, donc ça, une petite flèche. Ma femme m'a précisé que c'était pas explicite, mais c'est pour matérialiser quel est le scope justement du test de bout en bout, comme son nom l'indique, de bout en bout. Et du coup ici, je sais pas si vous voyez bien, nous on a un peu le contre-jour, mais en gros le test c'est une pieuvre, hein, il part de l'endroit où l'utilisateur peut interagir et il va aller tester l'ensemble de l'application. Du coup, le deuxième de la pyramide, si vous vous souvenez, c'était les tests d'intégration. Donc là, vous allez trouver sur Internet, pareil, plein de définitions. Donc moi, j'en ai une qui est partagée avec quelques grands noms de l'agilité et de l'extreme programming et du software craftsmanship, etc. Donc c'est là-dedans que je place ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui ont d'autres définitions, très bien. Et bon, du coup, quand moi je parle de test d'intégration, c'est pour vérifier l'intégration de l'application avec ses sous-systèmes externes. Du coup, les frontières de l'application, du cœur logique du métier, les frontières avec le monde extérieur. Là, on peut voir ça comme des mini-tests end-to-end, hein, côté UI. Alors, je vais y revenir après, on va voir les avantages. Du coup, les avantages par rapport au test end-to-end, c'est que l'environnement est plus limité, puisqu'on peut tester les sous-systèmes indépendamment. Donc, si on veut mettre beaucoup de sécurité sur l'envoi de mail, par exemple, on va pouvoir
écrire beaucoup plus de tests sur ce sous-système. Par contre, si on est beaucoup plus sûr de notre intégration avec Mongo, ben, on va pouvoir faire quelque chose de plus léger. Donc on peut jouer sur la charge là-dessus. Du coup, donc ça c'est aussi le deuxième point, hein, les sous-systèmes peuvent être testés indépendamment les uns des autres. Et souvent on utilise des outils qui permettent aussi de faire d'autres tests, d'autres types de tests, comme les tests unitaires. Donc en JS, JS, Mocha, PyTest en Python ou Unit Test, PHP Unit, même si je connais pas bien en PHP. Voilà. Les inconvénients, comme on est sur de l'intégration entre des briques assez techniques, c'est des tests qui peuvent vite devenir justement techniques et apporter peu de valeur métier en fait. Donc ça, c'est peut-être plus difficile à vendre aux clients pour les bizdev, voilà, ou à justifier auprès du client qu'on a perdu une journée sur l'intégration des tests de MongoDB, etc. C'est des tests qui sont souvent très spécifiques à chaque sous-système. Donc, pour certaines évolutions, ça peut augmenter les coûts. Et ils sont quand même assez lents quand il y a un grand nombre de tests. Parce que pour que les tests soient indépendants les uns des autres, bah, par exemple, avec une base de données, on va tester ça face à une base de données de test et on va reset le jeu de données entre chaque test. Et donc, ça prend du temps de dropper 1000 tables entre chaque test. Donc voilà, donc ça, c'est mes petites flèches encore. Du coup, de côté gauche des domaines de la logique métier, on va tester du coup l'intégration par exemple avec le DOM côté web browser. Donc ça peut être Cypress qui le fait, ça peut être Enzyme, ça peut être même Jest, quoique Jest il n'utilise pas le vrai DOM, donc voilà. Côté Electron, bah pareil. Et côté mobile, bah, on va le tester avec peut-être les outils de test built-in de React Native, si ça se fait, j'en sais rien. Mais en tout cas de Flutter, vu que Jordan me l'a présenté hier, voilà. Donc on va pouvoir tester l'intégration de nos composants avec la logique métier. Mais on ne traverse pas la logique métier. Et pareil, de l'autre côté, on va pouvoir regarder l'intégration entre notre logique métier et l'adapteur qui permet de fetcher les données. C'est ce qu'on retrouve ici aussi côté back. Donc le côté back, en général, il en a plus à droite qu'à gauche, mais voilà. Donc on voit qu'ils peuvent être testés indépendamment. Du coup, la troisième partie, les tests de comportement, donc la base de l'application. Désolé. Du coup, le premier sous-type que j'avais mis, les tests d'acceptation. Du coup, le but, c'est de concevoir les principales briques fonctionnelles pour répondre à notre besoin métier. Et donc, ça se pratique surtout dans un contexte particulier, où on a des user stories avec une grosse discussion, une grosse définition du besoin avec le client. Et du coup, on a des critères d'acceptation qui sont très bien définis et qui sont automatisables et qui vont pouvoir, et justement, ces tests d'acceptation, c'est l'automatisation de ces critères d'acceptation. Et donc, ça permet de créer, comme par exemple le créateur de Cucumber le répète sans cesse, de créer de la documentation vivante. Comme ils se font en isolation des briques extérieures, c'est des tests qui sont rapides. On peut avoir soit des outils indépendants de la techno, donc Cucumber, Fitness, etc., où toute la partie du coup utilisation de l'outil va être générique. Donc pareil, la courbe d'apprentissage se fait une fois. Après, c'est ce qu'on met dedans pour l'exécuter qui est spécifique. Mais on peut aussi les faire à la main, entre guillemets, avec les outils utilisés pour les tests unitaires. Du coup, le feedback, comme on teste une unité de comportement, les critères d'acceptation d'une user story, voire un scénario des critères d'acceptation. Du coup, on a un feedback qui est beaucoup plus précis. Si le test il casse, on sait quelle portion fonctionnelle du code a cassé. Et c'est des tests qui sont faits avec le métier, normalement, qui sont écrits avec le métier, souvent en utilisant du Gherkin, Given, Wenzen.
pour qu'il soit lisible par le métier et qu'il documente du coup le comportement voulu et qu'il démontre que notre code est toujours synchronisé avec ce comportement qui a été spécifié. Les inconvénients, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Souvent, ils sont très mal utilisés. La glue, quand on utilise Cucumber, par exemple, la glue qui est faite entre les différents bouts de code générés par Cucumber peut devenir très complexe et ralentir énormément les tests. Et comme c'est des tests qui testent uniquement la logique métier, il faut qu'ils soient complétés par d'autres types de tests. Donc, il peut être seul, ils couvrent pas toute l'application. Et donc, on ne peut pas dire qu'on garantit la qualité en utilisant que ce type de test. Donc, voilà ce qu'ils couvrent. Le cœur logique, la logique métier. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser Cucumber pour faire autre chose. Hein. Ça, c'est décorrélé de l'outil. Cucumber ou autre chose. Peu importe. Fitness. Du coup, ça, c'est une petite note. Je ne vais pas vous le lire, hein, je vais vous le résumer, mais vous pourrez le lire sur la presse si vous voulez, et puis vous avez le lien, etc. C'est un des deux créateurs de Cucumber qui teste très souvent sur l'utilisation qui est faite de son outil, puisque j'ai pas de chiffres statistiques officiels, mais 80% des gens qui utilisent Cucumber doivent le faire pour écrire des tests, et dans une logique de tester, alors que c'est vraiment fait pour faire de la documentation vivante du code, que ça permet de traduire le fonctionnement codé pour les gens du métier et qu'ils puissent le lire et qu'ils puissent avoir des résultats de tests lisibles par eux-mêmes. Voilà. Donc la nuance est assez subtile, mais voilà, on pourra développer plus longuement. Donc voilà, donc là on va attaquer les tests unitaires. Donc il y a une petite slide de disclaimer, parce que c'est pas du tout consensuel pour le coup. Moi je vais vous présenter ma vision des choses, qui est partagée par quelques milliers ou dizaines de milliers de développeurs, et en face il y a quelques millions de développeurs qui sont absolument pas d'accord, ou qui ne le pratiquent pas comme ça. Donc on peut être d'accord, ne pas être d'accord, trouver ça sans intérêt, etc. Voilà, moi c'est mon avis, on pourra en discuter. Il y a plus ou moins des pratiques qui ont été démontrées plus ou moins efficaces. Voilà. Donc les tests unitaires. Donc le but des tests unitaires, c'est de concevoir le code pour répondre à un comportement, à un besoin métier. C'est pas de tester une fonction qui fait 2 plus 2. Les tests unitaires, ils ne servent pas à tester en premier lieu. Ils servent à avoir un feedback le plus rapide possible et à pouvoir changer la structure de son code sans changer le comportement, ce qu'on appelle tous refactoring. Donc sans changer le comportement, donc permettre de garantir le comportement même quand on change la structure du code. Et donc, ils permettent de concevoir le cœur et le cœur ou le cerveau de l'application. Du coup, le consensus qui n'existe pas, il est là-dessus. Qu'est-ce qu'on teste en test unitaire? Est-ce qu'on teste chaque fonction, chaque classe, ou est-ce qu'on teste des comportements? Du coup, les tests unitaires que moi j'appelle techniques et que d'autres appellent techniques, ça consiste, et je ne sais pas quelles sont vos formations, mais moi quand j'ai appris les tests unitaires, voilà, c'est il y avait une fonction 2 plus 2, il fallait dire que ça faisait bien 4, 2 plus moins 3, ça faisait bien moins 1, et voilà, c'était réglé. Les tests unitaires, c'est facile, c'est fait, au revoir, bisous. Du coup, ça pose un problème, c'est que écrire des tests unitaires comme ça sur chaque fonction, ça va rendre le code rigide et fragile au changement. Par exemple, c'est souvent ce qui se cache derrière unitaire. Derrière unitaire, on dit qu'il faut tester une unité de code. Mais qu'est-ce que c'est une unité de code? Si j'ai une fonction de 600 lignes, c'est une unité de code. Et quand je la casse en 60 fonctions de 10 lignes, c'est 60 unités de code. Du coup, ça pose un problème. Ça ne veut rien dire. Du coup, cette rigidité et cette fragilité, puisqu'on teste des détails d'implémentation, va empêcher de pouvoir refactorer le code, puisqu'à chaque fois qu'on va changer la structure, on va exploser un dans le meilleur des cas, mais plein de tests,
Et donc, les tests, ça devient laborieux à écrire. La couverture de code est souvent pas représentative parce que on fait un usage massif de doublures, ce qu'on appelle plus généralement des mocks. Mais ça, c'est pareil. Les mocks, c'est un type de doublure spéciale. Peu importe, c'est un autre sujet. Parce que du coup, on veut tester notre fonction en isolation du reste du code. Et du coup, tout ce qu'on va appeler dedans, on va le doubler pour croire qu'on est en isolation. Mais en fait, c'est pas le code qui doit être en isolation. C'est pareil, c'est les tests. Les tests doivent être en isolation du monde extérieur, doivent être indépendants entre eux. Ils ne doivent pas avoir d'état partagé. C'est pour ça souvent qu'on les met en isolation de la base de données pour pas qu'un test rentre, insère une donnée, l'autre lit la donnée. Si on change de sens, ben, le test, si on change l'ordre d'exécution, le test échoue. Donc ça, on veut l'éviter. Et du coup, la conclusion à tout ça, c'est à cette pratique de test unitaire, c'est que les développeurs n'aiment pas les tests unitaires et ils deviennent très longs à écrire, très coûteux à maintenir, à faire évoluer, et du coup on abandonne les tests unitaires et on se retrouve avec une pyramide en forme de glace. Alors que si on reprend les tests unitaires comme ils ont été repensés par Ken Beck à la fin des années 90, ils doivent tester une unité de comportement. C'est ça que signifie unitaire. Et du coup, le test, il va définir le comportement voulu et on ne s'intéresse pas du tout aux détails d'implémentation. C'est une boîte noire. Et du coup, tout ce qui est dans la boîte noire, on peut changer la structure, donc refactorer, facilement, rapidement et en toute sécurité, puisque si on change le comportement, le test va casser. Comme le test n'est lié que au comportement, il est beaucoup plus robuste. Et du coup, on a une couverture de code qui est vraiment représentative du fonctionnel qui est couvert. Et moi, je trouve que quand on aborde les tests unitaires comme ça devient amusant de coder, puisqu'on va poser notre problème fonctionnel et après, on va essayer de le résoudre. Et ça oblige un petit peu à penser comportement, à penser au problème, plutôt qu'à penser à la solution technique avant, quand on se met à coder. Et du coup, avec ça, il y a la question de quand est-ce qu'on écrit un test unitaire. Donc on peut l'écrire à 3 endroits, enfin on peut l'écrire à 3 moments, soit après avoir écrit son code, soit juste après avoir conçu tout le code, par exemple en UML, écrire tous les tests, et puis après il suffit de remplir les trous avec le code, ou l'écrire de manière incrémentale au fur et à mesure qu'on écrit le code, pour faire émerger justement tout ce qui est conception, algorithme, etc. Bon, je pense que vous avez déjà la réponse de ce que je préfère, mais on va quand même essayer de passer dessus. Du coup, si on écrit d'abord le code et après les tests, on va avoir justement ce biais d'aller tester les détails d'implémentation, parce que si on prend le point d'entrée au niveau qui permet de rentrer dans ce use case, dans cette fonctionnalité, écrire les tests après, on va oublier des choses, c'est très compliqué, on a une complexité cyclomatique qui est déjà établie, et du coup, il y a énormément de tests à écrire, donc c'est rébarbatif. On n'écrit pas forcément des tests utiles. Par exemple, avec mon histoire d'addition de tout à l'heure, A plus B, enfin un return A plus B, si je teste avec 0, 0, ça va pas forcément être pertinent et garantir que j'ai vraiment fait une addition, parce que A moins B de 0, 0, ça fait aussi 0. Voilà. Et du coup, comme on a écrit le code avant, il n'est pas forcément testable. Du coup, on se retrouve avec soit pas de test, soit des bidouilles très compliquées qui font perdre un temps pas possible, qui utilisent des librairies de doublures, etc. Et on se retrouve très souvent avec du code plus complexe qu'il n'aurait été si on avait écrit les tests avant, et de manière incrémentale. Mais bon, parfois, c'est la seule solution. Quand on a déjà une code base sans test, on est bien obligé de les reprendre quelque part. Donc voilà. Ça, c'est surtout la pratique de testu qui a été répandue par le mode de production en cascade, quoi. On codait toute l'appli, et puis avant de livrer, on s'affolait, on avait quelques bugs, on écrivait des tests unitaires.
Bon, alors test first. En test first, donc ce que je disais avant, hein, on écrit tous les tests avant d'écrire le moindre code. C'est une pratique qui est, bon, je l'ai jamais vue en entreprise. Je pense que c'est assez rare, mais il y en a qui pratiquent ça et qui défendent ça. Donc on fait toute la conception, UML, etc. On écrit tous les tests. Donc chaque méthode de classe qui a été définie en UML, on écrit un test en face pour un ou plusieurs tests en face pour vérifier, pour assurer son comportement. Ça a un avantage, c'est que quand on est architecte, ben on est sûr que les développeurs ils vont implémenter ce qu'on leur dit. Je suis pas sûr que ça soit un avantage pour le développeur par contre. Donc l'architecture est déjà définie, on perd souvent l'aspect fonctionnel des tests, on teste uniquement l'implémentation technique, et c'est pas du tout fait pour s'adapter aux changements des fonctionnalités. Voilà, c'est ce qu'on avait dans des gros cycles en V, parce que j'ai pas de schéma de cycle en V là, mais si vous voyez le cycle en V, tout en haut il y a les spécifications haut niveau. En face, il y a la stratégie de test manuel. On descend, il y a la conception UML, etc. En face, il y a les tests unitaires. Et tout en bas, il y a l'implémentation des développeurs. Un peu travail à l'usine, quoi. Même si j'ai beaucoup travaillé à l'usine, je n'ai rien contre le travail à l'usine, mais je ne suis pas sûr que ça soit très adapté à ce qu'on fait. Et donc les tests au fur et à mesure, en respectant une des pratiques, test-driven development, donc qui consiste à écrire, donc ça aussi il y a plein de pratiques de test-driven development, il y en a autant que de personnes. Moi je me base sur ce que Ken Beck a fait, puisque c'est lui qui a réinventé cette pratique. Voilà. Il y a des extrémistes plus ou moins dedans. Donc c'est une pratique qui consiste à... On a notre besoin fonctionnel, on le découpe mentalement en plus petits problèmes, parce que c'est très dur pour le cerveau humain de gérer des problèmes complexes. Et on va faire le test minimal pour implémenter la petite portion du problème. On va coder la solution minimale pour faire passer notre test. Et puis ensuite, on va nettoyer ce code qui est souvent très sale au premier coup. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir couvert l'ensemble du besoin. Et du coup, ça permet de partir du problème du plus simple au plus compliqué. Donc de penser de manière incrémentale, c'est la principale caractéristique de TDD. Du coup, l'architecture du code, l'émergence du code va se faire au fur et à mesure. Et en étant safe, puisqu'on a nos tests qui nous donnent notre feedback immédiat. Donc on est sûr d'avoir un code testable, puisqu'il est piloté par les tests, et du coup d'avoir une couverture de test qui est, si ce n'est de 100%, très proche. Et du coup, chaque ligne de code est justifiée par un test. Par contre, un des inconvénients, c'est que la courbe d'apprentissage est énorme, et donc ça ne se fait pas en un jour, et qu'il faut pas mal le travailler. Et donc c'est une pratique assez jeune finalement, 20 ans maintenant. Bon, à l'échelle du développement, c'est quand même pas très long, qui a été beaucoup développé par Ken Beck et tous les autres pratiquants de l'extreme programming. Du coup, le fameux Red Green Refactor, c'est ça. On écrit un test. Comme il n'y a pas de code derrière, il est rouge et il échoue. Le test le plus simple possible. On code la solution la plus simple pour avoir notre test qui passe, qui est vert. On nettoie notre code sans faire casser aucun test. Comme ça, le comportement est garanti. Et après, on passe incrémentalement au test suivant jusqu'à avoir fini notre fonctionnalité. Les avantages des tests unitaires, ils sont très rapides. Puisqu'on va pas utiliser, on va utiliser des outils externes très légers, des librairies de tests, d'assertion. On pourrait même ne pas en utiliser du tout. Par exemple, en Node, le assert, il est inclus dedans et on peut faire tous ces tests unitaires à coup de assert. C'est c'est ce que je disais en dessous. Hein, c'est des outils assez faciles à prendre en main. Le feedback est très précis puisque, pareil que pour les tests d'acceptation, on va cibler une unité de comportement.
Et en plus, on a plein de tests, puisqu'on l'a fait de manière incrémentale. Donc, si dans un comportement, on a 3 tests qui cassent et 10 qui passent, on peut à peu près situer sur on peut précisément situer qu'est-ce qui casse. Ils sont peu coûteux à écrire, parce que contrairement à des tests unitaires qui sont écrits après, comme là, ils sont écrits avant, ils font uniquement quelques lignes, ils spécifient le besoin, ils cherchent enfin, on a juste à asserter sur ce qu'on veut retourner par notre méthode ou sur ce qu'on veut faire comme commande. Et puis voilà, donc c'est des tests qui sont beaucoup moins coûteux. Et en plus, ils offrent de la documentation. Pour une review, par exemple, on peut aller voir directement les tests, lire la description qui est normalement fonctionnelle le plus possible. Et donc, on va avoir une idée fonctionnelle de ce que la personne a voulu faire, même si le code est complexe derrière, on sait déjà son but, plutôt que des commentaires dans le code qui vont pas forcément être maintenus à jour quand le code change, etc. Et ça permet de s'adapter aux changements du métier, de manière à faire évoluer le produit à un rythme le plus élevé possible et constant. Les inconvénients, c'est en isolation du monde extérieur, donc c'est pareil, ils doivent être complétés. Faire que des tests unitaires, ça peut passer sur des applis avec que de la logique en fait, des applis de maths, etc., qui vont avoir très peu d'éléments extérieurs, mais encore, pourquoi se priver des autres tests? Par contre, ça demande beaucoup de rigueur aux développeurs, parce qu'un mauvais test, jolie faute d'orthographe encore, peut être pire que pas de test du tout, en fait. Parce qu'on croit que c'est bon, que c'est couvert, et en fait, ça teste rien. On peut tomber dans des tests techniques, et donc on perd cet aspect fonctionnel, et donc beaucoup d'intérêt. Pour TDD, un des inconvénients, c'est la courbe d'apprentissage. Pour le test first, ça demande de designer tous ces tests à l'avance, donc c'est un investissement massif. En fait, la partie conception et écriture des tests est plus longue que le développement. Et pour les tests after, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on en est tous passés par là quand on a voulu écrire des tests unitaires. Ça prend énormément de temps de les écrire après le code. Et donc voilà, ils testent le même scope que les tests d'acceptation. Ils font partie de la même famille, ils testent le comportement métier. Donc en récapitulatif, bon, je ne vais peut-être pas tout répéter, mais en gros, on a des tests de bout en bout qui ont un scope très large, qui sont plutôt coûteux, lents, fragiles. Par contre, ils sont le plus proche de l'utilisation de l'application en mode en contexte réel. Des tests d'intégration qui vont tester l'extérieur, la communication extérieure de notre métier, et des tests de comportement, acceptation et unitaire qui vont tester l'intérieur de notre métier. Voilà. Hop, toc, n'importe quoi. Du coup, en général, ça c'est pas accepté par tout le monde. Les tests de bout en bout, on va peut-être, vu qu'ils sont assez lents, vu qu'ils sont assez coûteux, on va peut-être pas en écrire pour tous les différents chemins de logique de notre application. On va les utiliser surtout pour les happy pass, pour vérifier vraiment les briques, les fonctionnalités maîtresses pour le client. Pour info, une centaine de tests de bout en bout, ça peut tourner à la louche en 5 minutes, comme l'a dit Thomas la semaine dernière avec Cypress, ou beaucoup plus avec d'autres outils. Les tests d'intégration, du coup je disais, ils sont beaucoup plus rapides. Donc moi j'ai fait une appli pour l'association de ma femme, j'ai des milliers de tests d'intégration. 30 à 60, il faut quelques dizaines de secondes pour tourner une centaine de tests d'intégration, avec les resets entre chaque test, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ils vont compléter les tests de bout en bout pour avoir un feedback plus précis. Le test de bout en bout peut casser, et c'est un seul test précis d'intégration qui casse derrière. Du coup, ça nous permet de cibler. Donc ça complète. En local, à chaque changement pour le développeur, on va peut-être pas lancer tous les tests de bout en bout. On va aller graduellement pour avoir le feedback le plus rapide. Du coup, les tests d'intégration peuvent catcher ce genre de soucis. Les tests d'acceptation,
et finalement les tests unitaires, parce que les tests d'acceptation, on peut les séparer ou on peut les garder avec les tests unitaires, puisque les deux, ce sont des tests de comportement, qu'ils ont le même scope, c'est juste qu'ils n'ont pas la même finalité, pas la même cible, puisque les uns sont faits par des programmeurs, par des développeurs pour les développeurs, et les autres sont plutôt faits avec le métier, pour le métier. Comme il y a un peu plus d'outillage pour les tests d'acceptation, ils sont un peu plus lents, mais ça reste quand même très rapide. On est de l'ordre de la seconde ou quelques secondes pour une centaine de tests. Pour les tests unitaires, on est en dessous de la seconde quand ils sont bien faits pour plusieurs centaines de tests. Et du coup, ces tests-là, ils vont assurer le comportement métier de l'application, donc tout ce qui est logique. Tout ce qui est logique business. Donc normalement, c'est le cœur de métier du client. C'est ce qui doit marcher absolument. C'est pas la même chose d'avoir un bug sur un bouton qui est bleu avec des angles de radius de 25 et qui en fait est bleu ciel avec des angles pas tout à fait arrondis, que d'avoir un bug de logique dans une appli bancaire qui te donne des sous au lieu de te les enlever. Voilà. Donc en conclusion, même si du coup je vais donner un petit peu mon avis là-dedans, je pense pas qu'il y ait un type de test qui soit plus silver bullet obligatoire qu'un autre. Ils ont tous des avantages et des inconvénients qu'il faut connaître, il faut se servir des avantages de chacun. Ils sont complémentaires, donc chacun vérifie un degré différent de l'application et servent à garantir justement la qualité et l'évolutivité de l'appli. Ils servent principalement à récolter des feedbacks pendant le développement et en bonus, alors, récolter des feedbacks, documenter le fonctionnel de l'application, et en bonus, on a des suites de non-régression, mais c'est un bonus secondaire, et avec tous les autres objectifs qui ont été mis en place avant, c'est finalement gratuit, les tests de non-régression. Donc voilà. Et donc ces vérifications automatisées, elles vont nous permettre de garantir toujours l'alignement entre le besoin métier et l'application dans l'état dans lequel elle est à chaque instant. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, merci. Et en espérant, ça a été un peu long. Voilà. Voilà. Et du coup, on peut en reparler quand vous voulez, pour aller plus loin, et je peux vous envoyer des rêves pour ceux que ça intéresse, et d'autres rêves pour ceux qui ça intéresse pas. Ouais, j'ai juste une question. Ouais, vas-y. Les derniers tests que tu as présentés, tu as l'air de bien les aimer quand même. Ouais. Est-ce que tu as eu sur un des projets que tu as fait, ça t'a permis vraiment d'accélérer ou de faire un truc plus propre parce que tu avais pensé au test avant de tester? Alors, les projets que j'ai faits en entreprise, ouais, c'est des projets qu'on appelle dégueulasses. 4 ans de legacy, codés avec un turnover de malade, donc chacun qui se met dans le projet et qui a du mal à s'y mettre et qui écrit n'importe comment, avec des tests qui n'étaient pas là. Donc, très souvent, du code pas testable. Donc, sur des nouvelles fonctionnalités, possibilité de le faire, c'est ce que j'ai fait le plus souvent. Et oui, tu gagnes, même si tu gagnes, au début, tu gagnes pas de temps. Parce que tu as justement ce mindset à changer, penser au problème, pas penser à la solution, alors qu'en général, on a tous des formations pour penser à algo et on sait quel truc on va utiliser, etc. Faut arriver à oublier tout ça, à tout déconstruire. Donc au début, comme je disais, il y a une courbe d'apprentissage ou de réapprentissage énorme. Donc au début, tu gagnes pas de temps, mais tu gagnes tellement de sérénité derrière. Et puis quand tu gagnes aussi du temps indirect avec le nombre de bugs qu'il y a derrière. Donc tu as moins de bugs, et en plus tes bugs, tu les trouves plus vite. Donc tu passes moins de temps à débugger. Il y en a qui vont prôner le fait qu'ils ouvrent plus de débuggers de l'année. Alors ça va dans l'exagération peut-être, c'est peut-être vrai, tant mieux pour eux. Uncle Bob dit ça, Robert C. Martin, qui a créé Fitness, qui a écrit Clean Architecture, Clean Coder et compagnie, qui est un grand.
Euh, Lui, il a, avec TDD, avec 20 ans d'expérience dedans, etc., il a 80% de bugs en moins et une utilisation du debugger, c'est 5% de son temps peut-être, pour résoudre les bugs en question. Donc voilà. Donc, et sur mes projets perso, asso, etc., c'est comme ça que je dev et je sais plus développer autrement en fait. Voilà. Mais il faut tester. Et souvent, une des remarques, c'est que ça met vachement de temps de bien tester. Enfin, toi, avec l'expérience que tu as, est-ce que c'est vraiment le cas? Tu mets vraiment beaucoup plus de temps pour tester? Ou en fait, ouais, c'est long, ça peut être long à se mettre dedans, à changer finalement son état d'esprit et sa façon de réfléchir. Mais au final. Je vais te répondre, Cyril. Ah, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Bah non, c'est ça la question. Enfin, c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? En fait, Moi, ça... ouais, c'est long à mettre en place. Mais au final, dans la vraie vie, une fonctionnalité n'est pas si compliquée que ça à développer avec cet état d'esprit de vouloir tester. Ça doit faire 3 ans que je pratique. En dehors de alors, du coup, pas au quotidien, parce qu'en entreprise, bloqué. Après, comme je faisais du scripting et de l'outillage, ces parties-là, je pouvais les faire à ma manière. Donc ça, oui. Et la partie applicative, quand j'intervenais, voilà, je pouvais pas. Mais oui, tu gagnes un temps de folie. Pourtant, en fait, c'est plus long de développer sans tester. Ouais. Au bout d'un moment, ouais. Après, il faut quand même... ça dépend des gens, après, la vitesse à laquelle tu apprends. Et du coup, est-ce que c'est aussi lié à la taille de l'application? C'est-à-dire que sur des petites applications, faire des tests, ça peut paraître un peu overkill parce que c'est un petit truc. Mais par contre, dès que tu commences à avoir un truc un peu plus badass, que tu rajoutes plein de fonctionnalités au fur et à mesure, c'est là où potentiellement ça peut plus péter. Et du coup, c'est pas forcément dans la phase de c'est encore un petit truc, mais plutôt quand ça commence vraiment à grossir qu'on comprend l'intérêt d'avoir mis des tests au début. Alors, tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, alors oui et non, parce que du coup, dire oui, ça va vouloir dire, bon, si c'est un petit projet, on va pas le faire, ça va, c'est overkill. Et puis, en fait, le petit projet, il est renouvelé, ça devient un gros projet, et puis on l'a pas fait dès le départ, on a une archi de merde et on peut plus tester. Et du coup, il faut reprendre tout ce qu'on a fait. Donc, je vais pas te répondre oui. Non, mais du coup, tu es quand même d'accord sur le fait qu'en fait, c'est quand un projet devient gros que ça pète tout. Plus ton projet est complexe et plus t'en bénéficies. Ouais. Et sur un petit projet, tu vas peut-être pas aller dans une granularité comme ça, parce que finalement, TDD, là, c'est de ça que tu parles. TDD, Ken Beck, il a jamais dit que ça devait s'appliquer que aux tests unitaires. Là, je l'ai présenté là pour les tests unitaires, parce que c'est là où il y a un problème de quand est-ce qu'on écrit le test, surtout. Mais il n'a jamais spécifié. On peut faire des tests end-to-end en TDD. On peut faire des tests de composants. Par exemple, React, Kensei Dodds et Corey House, c'est des mecs assez calés en React. Ils font leur TDD React avec Enzyme. Du coup, ils font pas que la logique, ils vont faire aussi la UI avec. Et du coup, ils vont piloter leurs tests à partir du clic utilisateur et donc à test fonctionnel. Mais tu peux aussi faire ça comme ça. Mais faut un certain skill, faut un certain niveau d'apprentissage pour être efficace. Mais si on pratique pas, on l'atteint jamais. Du coup, il y a un moment, il faut se lancer. Voilà. Et donc Cyril disait, moi j'ai fait en entreprise en appliquant le TDD dès le début et tu gagnes énormément de temps sur le long terme. Ouais, j'aimerais, si je peux prendre la parole. Déjà, je voudrais te féliciter parce que c'est une très belle presse. Et donc, peut-être juste pour apporter, moi j'ai fait pas mal de projets en TDD en entreprise. Et donc, tout ce que a pu dire Aurélien, je suis complètement d'accord avec lui. Et en fait, on gagne vraiment beaucoup de temps sur le long terme, sur les projets. Ça, c'est une certitude. Après, j'aurais tendance à dire que sur des petits projets où on est sûr qu'on ne fait pas, que ça ne va pas évoluer, je serais plutôt d'avis d'être pragmatique et de ne pas faire de tests. Donc, je suis un petit peu j'ai pas exactement le même avis, mais bon, j'entends ce que dit Aurélien. Et si je pouvais mettre un autre bémol, moi, je trouve que c'est pas si compliqué de s'y mettre. Je trouve que ça se fait vraiment bien. Moi, il m'a fallu, je sais pas, 15 jours, un mois pour le faire.
et de pousser ça dans l'entreprise. Après, tout le monde faisait comme ça et enfin, il y a vraiment une grosse amélioration de la qualité. Donc, c'est pas, enfin, c'est vraiment à prendre, c'est vraiment à prendre avec sérieux et ça se fait bien, franchement. À temps plein, du coup, tu es 15 jours, un mois? Ouais, Ouais. 15 jours où on a fait toute une feature que comme ça. Et après, il y a t'apprends des petits trucs, par exemple, tu parlais des bases de données où c'était chiant à recréer les tables, et ben, tu mets des noms aléatoires à chaque fois. Comme ça, tu n'es pas embêté par le temps de drop de la table, des choses comme ça. Et tu gagnes des petits temps comme ça. Et quand même, pour apporter quand même une petite nuance, c'est quand même beaucoup plus facile de les faire que des tests d'intégration en mode TDD côté back-end que le côté UI est toujours un peu plus complexe à réaliser. Ça, je suis d'accord. Et en fait, tu es beaucoup plus dépendant, enfin, le fonctionnel, le comportement change beaucoup plus souvent et c'est plus lourd à maintenir. Donc, il faudrait, par expérience, bien les faire côté back-end et faire l'essentiel côté front. Mais c'est plutôt ça, en fait, où c'est compliqué, c'est de savoir bien mettre le curseur, quoi. Voilà, j'arrête de monopoliser désormais. Non, non, merci. Il y avait Thomas qui demandait à répéter la question. La question de PA, c'était est-ce que Cyril vient d'y répondre en fait. Et la question de Alexandre, c'était la même chose. Est-ce que tu as vu un gain de temps dans la pratique? Et donc voilà. Et du coup, avant d'avoir la réponse SVP, ok. Est-ce que, selon toi, c'est un plus ou un moins d'avoir des outils de testing unitaire intégrés au langage CF Assert en JavaScript? Franchement, alors pour le cas de JavaScript, tu pourrais tout faire comme un mec de Red Hat dans sa cave en télétravail avec que le Assert pour avoir un truc hyper rapide. Il y a des gars qui se sont amusés à faire ça. Bear Test, B-A-R-T-E-S-T. Ils se sont rendus compte que dans leur développement, ils utilisaient que assert equals. Du coup, ils se sont fait une lib. Donc, c'est vrai que leur truc est vachement plus rapide. C'est 200 fois plus rapide que Jest, par exemple, 40 fois plus rapide que Mocha, parce que Mocha et Jest intègrent plein d'autres choses. Par contre, tu te fais beaucoup plus de code manuel dans tout ça, parce que tu dois parser, par exemple, pour lancer tous tes tests, il faut que tu ailles parser tous tes fichiers de tests qui finissent par .test.js, par exemple, et pour pouvoir les exécuter. Donc, est-ce que selon toi, c'est un plus ou un moins d'avoir des outils de testing intégrés au langage? Ça dépend de chacun. C'est ni un plus ni un moins. C'est cool, mais on va rarement se servir du assert pur et dur pour écrire ces tests. Si ça répond. Voilà. Autre chose? Autre chose dans les nuages? Jérôme? Bon, ben voilà, je vais vous raccrocher au nez. Hein. Merci.